j'interviens, je voulais vous expliquer, enfin pas vous parce que vous le connaissez, à beaucoup de gens de l'assistance, qu'ils croient que sunnites et chiites, il y a une différence colossale, qu'il n'y a aucune différence entre les chiites et les sunnites. Les sunnites, ce qu'on appelle les traditionalistes, qui croient à la vie de Mahomet, à son circuit en tant qu'homme et en tant que prophète, et les chiites, ils croient que la descendance, la succession de Mahomet doit venir par la voie du sang, à son cousin Ali, qui est dans la voie de la succession, est arrivé quatrième. Alors que les sunnites, la succession de Mahomet est venue par l'âge de ses compagnons. Omar, Othman, ça a été comme ça. Et les sunnites ont dit non, ça doit venir la succession de Mahomet par la voie du sang. Et Ali, son cousin de sang, qui était le plus jeune de ses compagnons, c'est à lui que ça vient la priorité. C'est tout, c'est ce désaccord-là. Puis après, moi je suis étonné dans l'histoire et chez les historiens qu'on en fait toute une montagne, qui à mon avis c'est un détail de succession. Et Ali, quand son tour est arrivé, tous les vieux sont partis, sont morts, il a pris la succession lui aussi, dans la hiérarchie des successeurs de Mahomet. Alors moi, quand j'entends, en tant que musulman, j'ai appris le Coran, les trucs dans l'école coranique, je suis étonné pourquoi on fait un tas de foin d'une histoire de succession. Alors que lui, c'était le plus jeune, il a succédé à Mahomet en fonction de l'âge, parce qu'il était le plus jeune, tout simplement. Oui, simplement, je ne vais pas développer là-dessus, simplement c'est quand même utilisé, c'est-à-dire même si vous avez raison de dire qu'on en fait peut-être ici trop, mais je dis, il faut bien voir quand vous écoutez les télévisions religieuses liées aux Saoudiens ou liées aux Iraniens, ils font des chiites, des sunnites selon le cas des ennemis importants. Donc c'est quelque chose qui est manipulé, je suis d'accord, mais ça reste malheureusement une des réalités de la situation dans la région. Si vous pouviez juste nous donner un petit éclairage sur les relations entre l'Iran et le Hamas. J'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé au fil du temps. Bah, écoutez, c'est assez facile et encore une fois, ça prouve à quel point, vous savez, le Hamas, c'est une organisation frères musulmans donc sunnite et l'Iran est chiite. Il y a eu une alliance, avant 2011, il y avait une alliance stratégique entre le Hezbollah, le Hamas, la Syrie et l'Iran, qui était une alliance politique contre Israël et les États-Unis. En fait, la divergence essentielle, ça a été sur la Syrie. C'est au début, le Hamas a essayé de maintenir une position neutre. Et puis, comme les frères musulmans en Syrie participaient à l'insurrection contre le régime, petit à petit, ils ont basculé dans le camp de l'opposition. Donc, la direction du Hamas, qui était à Damas, est allée au Qatar. Et les relations se sont détériorées, mais elles ne sont pas complètement disparues, parce que l'Iran a continué à apporter une aide militaire au Hamas en armes, et on a pu le voir d'ailleurs en 2014, à mon avis, ils ont entraîné beaucoup de combattants du Hamas. Mais ça a été un jeu politique, alors du coup, l'Iran a aidé plus le djihad islamique, pourtant pas non plus une organisation chiite, qui est une organisation qui joue un rôle important aujourd'hui à Gaza, qui a joué un rôle militaire important, mais c'était plus une question d'alliance politique. Et là, en ce moment, il y a un rapprochement, parce que je pense que la Syrie, tout le monde voit que la situation est bloquée en Syrie, mais que les conflits risquent de déboucher ailleurs. Donc il y a un rapprochement, il y a eu plusieurs rencontres entre... Meshal a reçu au Qatar, Meshal c'est le chef du bureau politique de Hamas, a reçu le ministre, je crois, non, Ali Larijani, qui est le président du Parlement iranien à Qatar, donc il y a un rapprochement. Mais on est dans, bon,
si vous voulez, une des choses, c'est, je dirais, au-delà des sunnites, chiites, etc., une des choses qui pour moi est pénible quand on parle de la religion, c'est à quel point on fait de la religion la grille d'analyse de ce qui s'y passe. Alors que quand on se rend compte, quand on est sur le terrain, on est dans, je veux dire, on peut appliquer au monde arabe les mêmes règles d'analyse de la sociologie, des relations internationales qu'on applique partout dans le monde. Et si on pouvait avoir ça en tête, je pense que ça faciliterait beaucoup de choses, plutôt que de penser que les gens, s'ils font des attentats, c'est parce qu'ils sont musulmans. Je veux dire. Après, il y a le discours qui est utilisé pour justifier ce qu'on fait, mais il y a 50 ans, le discours d'opposition au colonialisme, c'était un discours de gauche ou nationaliste arabe ou bassiste, etc. Aujourd'hui, c'est un discours religieux. Mais je ne crois pas qu'il faille lui accorder plus d'importance. Ça joue un rôle, mais pas le rôle central qu'on lui fait jouer dans les médias. La question est la suivante. On sait, ou on ne sait pas, il est dit que les USA sont devenus autosuffisants au niveau de la production du pétrole, ou de la satisfaction de leurs besoins en pétrole. Probablement pour deux raisons essentielles qui sont évoquées, c'est-à-dire le réchauffement climatique qui va ouvrir des détroits vers les mers du Nord, les mers de l'Arctique, pour aller plus près des sources que le passage par les détroits qui représentent actuellement une arme non négligeable au sud du Yémen. Et face à Oman, je veux parler des détroits d'Ormuz et du détroit de... Alors là, le terme m'échappe constamment. Face à Djibouti, entre Djibouti et le Yémen. Ces détroits, par ces détroits, et notamment par celui qui est au sud de la mer Rouge et que tu viens de nommer, passe à peu près 50% du trafic commercial des pays du Nord vers le Sud et en sens inverse également. La 5e flotte américaine se trouve actuellement positionnée à Bahreïn, c'est-à-dire à l'intérieur du golfe Persique. Aussi bien la mer Rouge, au nord de la mer Rouge, c'est Suez, que le détroit d'Ormuz et le golfe Persique représentent des endroits où le trafic est essentiel au commerce mondial. Et si actuellement des flottes, notamment la flotte russe, une partie de la flotte russe de mer Noire, a fait mouvement pour, notamment, il y a 3-4 jours, forcer pacifiquement, mais forcer quand même, le barrage nautique qui protégeait Aden, place historiquement mémorable pour de multiples raisons, probablement de son positionnement géographique. Donc vous avez deux endroits tactiques dont essayent de sortir pour le golfe Persique les puissances installées dans le golfe Persique, et notamment basées à Bahreïn. Et quand on sait ce qui se passe à Bahreïn, on sait le rôle qu'ont joué et l'Arabie Saoudite et la présence de la flotte américaine, notamment pour diriger ces tirs également de missiles vers l'Irak lors des deux guerres. Ensuite, le rôle essentiel de ce détroit au sud de la mer Rouge, qui ne fait que 12 km de large et qui, en plein centre de ces 12 km, est en plus un lieu plein de récifs, où les tankers ne passent qu'avec des pilotes à bord, etc. Et c'est extrêmement préjudiciable pour l'Égypte, au cas où ce détroit-là serait fermé. Le canal de Suez deviendrait instantanément inopérationnel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une explication
géographique, purement géographique actuellement, sur le fait des intérêts relatifs des USA pour cette région du monde. Mais, autre question que déclenche ma petite conclusion personnelle, avec un grand point d'interrogation d'ailleurs derrière, est-ce qu'il n'y a pas là également une intervention possible de la Russie qui continue à procurer les armes aux belligérants ou aux futurs belligérants que peuvent être l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui est en perte de vitesse, me semble-t-il, considérable. Je crois qu'il y a là une dimension de géopolitique à prendre en compte, ou alors je me trompe complètement, ce qui est fort possible. Non, tu ne te trompes pas, c'est évident que c'est quelque chose d'important. Bon, les routes du pays. Alors, il y a l'autosuffisance américaine, elle existait jusque dans les années 70, et ça ne faisait pas que le Proche-Orient n'était pas important pour les Américains, parce que la dépendance, elle est celle de l'Europe, celle du Japon, et que pour les États-Unis, contrôler d'une certaine manière le Golfe, c'est aussi de contrôler ses alliés. C'est à moyenne pression, donc il n'est pas, à mon avis, il est hors de question que les Américains abandonnent, si tu veux, cette région. Sur les détroits, bien sûr, c'est un risque. Les deux détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb sont difficiles sont vitaux pour le commerce international, mais ils sont vitaux pour tout le monde. C'est-à-dire que pour la première fois depuis, je crois, le XVe siècle, les Chinois ont envoyé une flotte dans l'océan Indien pour protéger